Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité. Merci d'avoir choisi cette chaîne qui dérange, semble-t-il. Mais on est fiers de ça. Et surtout, j'ai des complices pour déranger. Je vais tout de suite vous les présenter. Alors, on va commencer par le duo infernal que constitue Francette Florimond. Bonsoir Eddy, bonsoir chaque téléspectateur de Martinique, mais aussi de Guadeloupe, de Guyane et puis d'Haïti. Exactement, qui nous regarde, vu qu'on m'en parle du monde. Chaque fois que vous prenez l'avion, le commandant vous salue. Ah non, quand même. Je plaisante. Et Claude Titina, bien évidemment. Bonsoir. Bonsoir Claude, ça va? Ah oui, ça va. L'actualité judiciaro-politique est un peu plus calme. On va vous laisser la parole sur des sujets que vous adorez. Et je subodore que vous avez quelque chose à nous dire tôt ou tard sur une vache. Je préfère qu'on attende. Et puis, les deux hommes rescapés de la soirée. Christian qui revient avec nous. Ah ben, je suis fidèle comme annoncé une fois par mois. Tout à fait. Mais je n'ai pas le sentiment d'être rescapé. Absolument. Christian, vu le nombre de femmes qui vous abordent dans les hypermarchés pour vous dire... Ah oui, ça c'est sûr. Ah, ouais voilà. Mais on en causait et on est étonné quand même de l'interpellation, même à distance. Non, ça veut dire que vous doutez de l'impact de cette émission. Ne vous inquiétez non, pas. n'empêche que ce sont pour moi, ce sont des interpellations gentilles. Oui, les gens sont toujours extrêmement fiers. Non, je pense que c'est au bisou. Je pense que c'est au bisou à toutes les dédicaces auxquelles ils ont échappé. Emmanuel de Rênal de retour. Oui, bonsoir Eddy, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir. Très bien, alors vous avez fait le bon choix, parce que ce soir vous aurez évidemment un maximum de révélations sur des sujets qui a priori comme ça paraissent anodins. Accrochez-vous, à commencer par un truc tout nouveau, ça vient de sortir, ça s'appelle, vous savez, je suis même obligé de lire, l'agrumiculture. Vous savez parce que c'est, moi non plus je ne savais pas, sujet. Menacée par la maladie, l'agrumiculture cherche aujourd'hui des solutions pour assurer son avenir. Entre inquiétudes sanitaires et innovation, toute la filière cherche des solutions. Cet agrumiculteur pépiniériste est directement confronté. Plus j'ai de connaissances, mieux c'est pour l'ensemble de la filière, quoi. Oui, il y a une quinzaine d'années à peu près, j'avais été touché par le greening et on m'a obligé à détruire plus de 300 arbres qui étaient en pleine production. Et il est arrivé aussi qu'une fois comme ça, j'ai eu dans une de mes serres de propagation que j'ai eu du greening. Et là aussi, on a détruit toute la serre, soit à peu près 1 millier de plants. Un enjeu majeur pour les exploitants du territoire, car même si le greening reste peu présent en Martinique, la menace plane toujours sur les cultures. Des variétés plus tolérantes offrent toutefois des perspectives encourageantes pour l'avenir de la filière. La maladie du citrus greening ou Wong Long Bing, HLB, qui est une des maladies les plus graves des agrumes. Celle-ci est présente depuis 2012-2013 en Guadeloupe et en Martinique, et donc elle dévaste les agrumes dans le monde. Actuellement en Guadeloupe, la maladie a totalement ravagé l'agrumiculture, mais en Martinique, celle-ci commence simplement à se développer. Un développement encore lent sur notre territoire, mais suivi de près par les chercheurs du CIRAD. Leurs expérimentations ont déjà permis d'identifier des alternatives plus vertes et respectueuses de l'environnement, de quoi apporter un soutien concret aux agrumiculteurs. Type d'alternative sur des pas de temps assez longs, donc l'innovation variétale, elle dépend de l'amélioration génétique. Donc on travaille avec des croisements que l'on a obtenus et on les évalue au champ. Donc là, on est dans une phase approchant la dernière partie, c'est-à-dire l'évaluation participative au champ, pour envisager des méthodes qui permettent de vivre avec la maladie. Entre vigilance et avancée, la filière agrumicole martiniquaise s'organise déjà pour éviter le pire. Reste à attendre que ces solutions portent leurs fruits. Bon, comme vous l'aurez constaté, on ne parle pas que de procès dans cette émission. Et d'ailleurs, celui qui va se coltiner
la première réaction, c'est évidemment Emmanuel de Rênal, parce qu'il n'aime pas les oranges. C'est faux, j'adore les oranges. Ah oui, l'agrumiculture, c'est la culture, en effet, des agrumes, donc citron, orange, chadec, mandarine, tout ce qu'on connaît. Et c'est une agriculture qui est aujourd'hui sous tension parce qu'elle subit les menaces de maladies. Le greening, le citrus greening qui a ravagé complètement la filière sur la Guadeloupe. La filière n'existe plus. Chez nous, la filière est atteinte à hauteur de 10% à peu près. Donc on est en menace réelle. Et puis, j'ai envie de rajouter quand même l'idée que ce sont des agricultures qui sont menacées par les maladies, mais aussi par les intempéries. Parce que ce qu'il faut comprendre dans des environnements tropicaux, les agriculteurs d'ici fonctionnent avec des contraintes qui sont imposées par l'Europe et des contraintes qui sont dessinées pour des territoires tempérés. Là, vous faites allusion évidemment aux produits qui pourraient les protéger. Aux principes actifs qui pourraient protéger. C'est pour ça que c'est compliqué. Sujet sensible. Hein. C'est un sujet très sensible, mais c'est pour ça que c'est très compliqué d'opérer dans ce type de filière sur les Antilles et dans les zones tropicales en général, parce qu'on est sans doute la zone la moins consommatrice de produits actifs, parce que je peux vous dire que les voisins de la Caraïbe, d'Amérique centrale ne s'embarrassent pas de ces contraintes-là et donc peuvent produire leurs citrons, leurs oranges. Et nous, on est sous contrainte européenne. Donc ça ne fonctionne pas. Ça vient d'où, cette espèce, ces maladies qui, de toute façon, ne sont pas nées ici. Elles sont forcément importées. Ce qui est important de noter, c'est l'environnement tropical. C'est un environnement qui est beaucoup plus chargé en humidité, dans lequel se développent plus vite et plus fort les maladies. Et structurellement, il y a des ravages dans énormément de cultures. Et c'est d'ailleurs... Il faut bien imaginer que quand vous plantez un citronnier, vous devez attendre entre 3 et 5 ans pour qu'il porte. Et si pendant ces 3 ou 5 ans, il n'y a pas de maladie, ben vous pouvez peut-être passer. Mais s'il y a une maladie, vous enlevez tout, vous replantez et vous repartez pour 3 ou 5 ans. Donc on est déjà à 6 ou 8 ans. Et puis s'il y a un cyclone qui arrive entre-temps, ça casse. Et bon... Donc, Emmanuel de Rênal vient de vous dire c'est pas la peine d'aller dans cette filière. En fait, c'est ça qu'il est en train de vous dire. Non, je veux dire que c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on parle. Je fais le lien avec la banane, par exemple. La banane, elle a cette particularité de pouvoir être replantée et porter des fruits au bout de 9 mois. C'est ça qui fait que cette culture est adaptée à l'environnement tropical. N'allez pas chatouiller. C'est un comme de nous. Il dit, c'est pas là de planter des oranges, planter banane. Je passe tout de suite à celle qui va nous expliquer, parce qu'on est bien d'accord, Claude, que ça n'arrive pas par hasard, ces maladies. Non, elles sont forcément importées. Importées, en fait, il s'agit finalement d'un insecte qui lui-même donc apporte, qui a été importé forcément à travers des plants, à travers. Alors quand on dit au Martiniquais, c'est pas la peine de ramener des trucs. Mais quand on le dit, on l'entend dans l'avion, on vous dit les végétaux, ils se rendent absolument pas compte. Et ça, c'est dramatique par contre. Et il faut vraiment. Imaginons qu'en Martinique, on n'ait plus de citron. Non, mais plus de citron pour le poisson, etc. C'est pour le punch. Non, mais c'est juste pas possible. Qu'on n'ait plus chez nous et que ça atteigne nos citronniers, même chez les particuliers. Donc, c'est assez ravageur. Et donc cet insecte, il produit une bactérie qui, elle-même, vient s'infiltrer dans le tronc du citronnier et donc réduit les vaisseaux et donc empêche à la sève de monter. Ouais. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'arbre meurt. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a des alternatives ? Alors justement, bon là, justement le CIRAD, qui est un centre de recherche français, donc et qui a donc des différentes entités, y compris donc dans les Antilles françaises et en Guyane, depuis que il y a eu ces premiers phénomènes, tout de suite ils ont été en alerte dès 2012, donc ça va faire maintenant 13 ans qu'ils sont sur cette recherche, mais qui est longue. Alors ça progresse. Un des progrès, c'est ce qu'ils appellent l'innovation variétale, c'est de voir tester différentes possibilités hybrides avec des plantes plus résistantes. Pourquoi résistantes ? C'est-à-dire avec une largeur de vaisseau
plus importante pour que finalement la sève puisse quand même passer. Il n'y a pas que les hommes qui souffrent de maladies cardiovasculaires. D'une part, et puis d'autre part, il ne s'agit pas de transformation génétique comme... Attention, pas de manipulation génétique. Pas de manipulation dont a peur Olivier, pas du tout, on lui fait un clin d'œil. Non, là on est sur du scientifique, donc ils sont en train de travailler là-dessus progressivement. D'autre part, ils ont voulu sensibiliser l'ensemble de nos agriculteurs pour les difficultés. Pour le moment, c'est vrai que la Martinique, tu l'as dit, 10%, mais la maladie est bien là. Elle est dans toute la Caraïbe, elle est dans l'Amérique centrale, elle est dans le monde elle est entier. aussi en Australie, oui, les zones tropicales et subtropicales. Et il faut savoir qu'en Floride, alors pourquoi est-ce que le jus d'orange a autant augmenté ? Et le jus de citron. Moi, par exemple, il y a un jus que j'aime bien, citron-gingembre. Je vous avoue qu'il a pris plus 33%. En moyenne. Et en fait, c'est que tout ça coûte de plus en plus, il y a une rareté. Et donc, c'est un vrai souci. Ça induit donc sur le prix des produits. Donc, il faut faire attention, il faut espérer qu'il puisse arriver à quelque chose. Il faut aussi savoir, pour le grand public, pour nos téléspectateurs, qu'il y a seulement 3... comment dirais-je, trois producteurs qui sont agréés, enfin un peu plus de 3. Il faut se renseigner sur ceux qui sont agréés. Il y en a qui vont le devenir d'ailleurs, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il vaut mieux planter. Des pépiniéristes. Des pépiniéristes, en Martinique. Et il faut aussi planter de préférence, avoir des plants sous forme de greffe. C'est très important aussi, parce qu'on est à peu près sûr, un peu plus sûr des choses. Donc il faut faire très attention. Pas la graine. Pas la graine, voilà. Et il faut faire très attention et surtout ne pas importer. Arrêtez. On tue notre pays avec ça. Vous avez la preuve que cette émission a d'abord une fonction pédagogique. Mais vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin avec France 7. France 7, cette histoire de destruction, parce que vous êtes une fanatique de la Guadeloupe, hein, on l'a noté à plusieurs reprises, vous leur envoyez des petits bijoux, des petits bisous régulièrement. Il n'y a plus d'agromiculture dans le coin. Comment les pouvoirs publics se mobilisent pour aider? Parce que j'ai l'impression que là, il y a une espèce de vide sidéral. Alors, ce que j'ai fait, j'ai cherché des déclarations politiques sur ça. Rien du tout. En fait, je découvre le problème. Vous voyez ? Je me dis, et je suis agréablement surprise de voir le nombre de personnes, la fréquentation de cette rencontre, et vraiment le sérieux de l'histoire. En Guadeloupe, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc une filière a été rasée sans que ça fasse trop de bruit. On est un peu comme ça chez nous, c'est-à-dire c'est circulé, il n'y a rien à voir, alors qu'en fait, il y a un vrai sujet et qui n'est pas traité. Est-ce que ça ne laisse pas la place au doute sur, en parlant de ce silence, sur le fait à qui bénéficie le crime finalement? Parce que chaque fois que je vais on est dans un hypermarché, au rayon citron, je ne vois qu'un mot en provenance, Colombie. Oui, mais attendez, on est dans un système qui a été bâti, conçu pour l'importation. Et donc, effectivement, l'éradication des productions locales, ce n'était pas un sujet jusqu'à présent. Et c'est parce que de plus en plus, on parle de production locale, retrouver une certaine autonomie, qu'il y a de plus en plus, mais c'est vrai que ce n'était pas le sens de l'histoire jusqu'à présent. Parce que donc, oui, il y a des gens qui gagnent avec ça, du fait qu'ils sont obligés, parce qu'on continue à avoir des citrons, comme tu dis, je visite tout le temps des supermarchés, je vois tout le temps des citrons. Ouais, il y a des citrons en profusion. Et on n'a pas eu cette impression qu'il y avait une filière aussi en danger. Ouais. Et ça, c'est... Rappelons que... moi, je trouve que vraiment... D'une part, que faisons une émission très pédagogique, mais deuxièmement, le système d'alerte ne fonctionne pas. Quoi. Franchement, il y a un souci. Il y a un souci. Mais comment font-ils les autres? C'est que dans certains produits, certains pays, ils utilisent des insecticides. J'ai parlé d'un insecte. Oui. Et oui. Alors, ça ne résout pas tout du tout, hein, mais dans les très immenses propriétés. Ce qui veut dire que nous recevons des produits qui, en plus, sont toxiques, quoi. Ça veut dire aussi. Oui. Notre poche, il va devenir à la sauce. On nous bassine tous les jours avec des contrôles sur nos productions. Personne ne parle, personne en tout cas ne communique sur les résultats des tests des produits importés.
Voilà. On aurait, même s'ils les rejettent, on aurait aimé au moins connaître le résultat des tests. Et c'est pas publié. En tout cas, c'est pas public. Bon, on va s'occuper de ça. Mais on ne sait même pas s'ils sont faits, quoi. Oui, oui, il y en a qui sont faits. Il y en a qui sont faits. Au hasard. Il y en a qui sont faits. D'ailleurs, il y a des gens qui pleurent parce qu'on met toute leur production à la poubelle, de manière régulière. Toutes leurs importations. À la poubelle. Non, je parle du producteur du pays étranger. Parce que quand on l'appelle, on lui dit tes produits ne sont pas rentrés, je ne te paie pas. Voilà. C'est ça le problème. Et il le sait que ces produits ne peuvent pas rentrer. Mais ça passe une fois sur deux. Alors, voilà quelqu'un qui, lui, a fait des tests matin, midi et soir, mais là, sur la biologie humaine. Christian, tout ça, ça vous laisse froid ou bien... Non. Comme tu dis, on a fait au moins, à l'époque, on avait au moins 500 tests par an sur les produits qui sont dans les supermarchés et tout. Ouais. Et à l'époque, où il y avait vraiment l'angoisse du chlordécone et tout ça. Et donc, il y en avait après, une fois que les trucs étaient annoncés, très peu qui étaient contaminés. 2, 3. Bon. Comme quoi ça fonctionne. Ah, mais ça fonctionne. Faire peur, ça fonctionne. Ah, mais ça fonctionne. De toute façon, il faut toujours, dans tout, à mon sens, la prévention, l'éducation et la répression. Sinon, ça ne marche pas. L'homme est un homme fait pour le bordel, on le sait très bien. Donc, il faut l'éduquer, il faut le discipliner, etc. Moi, cette affaire, ce que ça me évoque chez moi, parce que je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, évidemment, sur lequel je suis tout à fait d'accord, c'est un sentiment que je trouve moins de produits, de fruits, d'agrumes, etc., sur le marché, enfin, dans la vie courante, que je ne trouvais quand j'étais petit. Alors d'accord, je suis un homme préhistorique, puisque je date de... Comme un certain nombre d'entre nous, d'ailleurs. Voilà. En dehors des femmes qui sont là, avant, nous sommes des mandarines partout, des oranges, des machins, quand on est à la campagne et tout, et je trouve... Donc c'est quand même un problème, puisque notre vocation, c'est quand même l'autonomie alimentaire. C'est ça, ouais. Et donc, comment arriver à cette autonomie alimentaire si on sacrifie tout ce qui pourrait être produit sur une terre aussi productive que la nôtre, pour devenir des consommateurs effrénés, addicts de pommes, de poires, de kakis, de toutes sortes de choses qu'on a dans les supermarchés. C'est infernal. La vraie question, évidemment, qu'Emmanuel n'a pas osé poser, mais comment on peut faire de l'agriculture en milieu tropical sans utiliser un certain nombre de produits phytosanitaires? Comment on fait? Mais c'est là qu'on voit, à mon avis, deux choses. Toute l'importance de la recherche. Oui. Et je crois que ça nous dépasse sur la Martinique, mais la France, de façon générale, a sacrifié la recherche scientifique sur des décennies. Parce que c'était la comptabilité qui comptait, le budget de l'État, etc. Ils ont sacrifié ça et on voit ce que ça produit. Alors qu'il y a une opportunité maintenant avec les imbécilités de Trump. Ah, lui, il a carrément tué les scientifiques. Il a tué les scientifiques. Et l'Europe devrait dire, mais on met un budget européen pour récupérer tout ça et développer la recherche. C'est en cours. Évidemment. Très donc, bien. Ça me paraît important. C'est l'État, là, c'est le CIRAD. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu Mais juste pour terminer, il ne faut pas être pessimiste dans tout. Parce que quand je vois ce qui est fait dans comment dire, aux Trois-Îlets, là, il y a une serre où quand même ils font les greffes et tout, ils font des recherches. Et je sais qu'ils essaient de mettre au point des plants de citron, d'orange, etc., qui sont hyper résistants et qui sont... et pour le coup, c'est un financement de l'État, pour le coup. Pas d'autre chose. Ça, c'est du Claude. Mais non, pas du tout, c'est factuel. Allons aborder un sujet qui, lui, est par contre moins plaisant et qui, lui, est inscrit dans cette société, c'est celui de la violence faite aux femmes, sujet. Violences sexistes, violences faites aux femmes, en Martinique, trop de vies en portent encore les cicatrices. Ce matin, sur le campus, des étudiants volontaires se sont réunis pour comprendre, repérer et mieux combattre ces violences qui frappent souvent dans l'ombre. C'est un sujet qui me paraît pertinent, surtout à notre époque, où il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui mène à des actions de dérive, on va dire, et qui peuvent avoir des lourdes conséquences sur des familles, sur des enfants, des personnes, etc. Sur notre territoire, une femme sur 5 subit des violences conjugales. Un chiffre glaçant que le collectif féministe prend à bras-le-corps. Occasion pour nous d'aller plus loin que ce que nous avons l'habitude de faire. Le constat, il est fait. Les femmes sont majoritairement concernées par les questions de violence. C'est véritablement comprendre que la société dans laquelle nous vivons est une société qui n'est pas faite pour les femmes. Et cette société nous sommes des êtres construits. Et qu'est-ce qui nous construit? C'est tout ce qui nous entoure. Et tout ce qui nous
en tout, considèrent les femmes comme un genre inférieur. Et par conséquent, c'est ça qu'il faut que nous interrogions. En Martinique, plus de 1200 femmes ont porté plainte cette année pour des violences commises par un homme. Comme cette mère de famille qui, après le signalement de l'infirmière de sa fille, a pu trouver une solution grâce au SAMU social et à l'UFM, une bouée de sauvetage qui lui a permis de se mettre à l'abri. Ici, ça se passe très bien. Je suis bien logée et nourrie. Et c'est après qu'on m'a dirigée ici parce que j'ai expliqué la situation que, avant, au début, j'ai porté plainte contre le papa avant d'arriver dans le logement. J'ai expliqué ma situation parce que j'étais vraiment pas bien. J'étais à 2 doigts de tout casser, tout machin. C'est après que je me suis dit, bon, les choses vont s'arrêter là. Maintenant, je prends une nouvelle vie en main. Certaines trouvent refuge et accompagnement au CHRS de Fort-de-France, un lieu discret où elles peuvent souffler, se reconstruire et préparer un vrai nouveau départ. Le préfet de la Martinique s'y est rendu pour l'occasion. Comme ici, dans ce CHRS, qui, le jour comme de nuit, même à 3h du matin, peuvent trouver une solution d'hébergement à une femme qui a été victime de violences et à ses enfants. Plus d'une 40aine de places qui sont offertes. C'est notre premier partenaire pour l'hébergement de femmes victimes de violences. Il y a des marges cependant de progrès, même si l'accueil ici est très très bon. Moi je constate par exemple que quasiment tous nos dispositifs d'hébergement sont centrés sur la zone de Fort-de-France. Une journée de mobilisation nationale qui pourtant devrait devenir un combat quotidien pour tout un chacun. Un vrai fléau et je voudrais que ce soir nous puissions avoir un petit moment de recueillement pour l'ensemble des victimes de PANS. On fait ça ? Très bien. Claude, alors c'est un sujet qui est récurrent, qu'on a déjà traité à plusieurs reprises au cours de ces 5 dernières années. Mais quand on regarde les courbes, ça explose. Ça explose. Alors c'est quoi la tendance ? Est-ce qu'il y en a davantage ? Il y a davantage d'exactions à l'encontre des femmes ? Ou est-ce que la libération de la parole est plus forte chez les femmes ? Quand j'ai vu certains titres pourraient laisser croire que, ma foi, il y a une explosion de la violence faite aux femmes, que, ma foi, la violence tout court, c'est vrai, on la voit, mais qu'il y a une explosion terrible, etc. Vous savez que je suis statisticienne de formation, comme vous-même avez dit, et donc là-dessus, je suis un peu précautionneuse, parce que finalement, les violences physiques, etc., ont toujours existé depuis la nuit des temps et dans la société martiniquaise aussi, bien sûr, elle n'y échappe pas. Moi, je me souviens que j'étais petite, maman disait mais comment ça se fait qu'elle va à la messe, elle va prier, elle me ferait mieux d'aller porter plainte, etc. Enfin, je veux dire, il y a des violences qui existaient, des femmes battues ou autres. Et donc, en fait, en regardant bien les chiffres, en creux, c'est assez étal, sauf que ce qui a augmenté, ce sont les violences dites morales. Les violences, là, par contre, tout ce qui est un petit peu intimidation, etc. Et ce qui a augmenté terriblement, c'est, en deuxième hypothèse que vous avez émise, c'est la libération de la parole, évidemment. C'est-à-dire que maintenant, il y a une écoute qui est plus importante. Il y a aussi un phénomène où, finalement, chez les plus jeunes, non seulement à la fois parfois qui se rebellent, mais parfois aussi qui prennent conseil, qui se confient beaucoup plus qu'avant, donc soit un médecin, soit un proche, et qui amènent à libérer la parole, qui amènent. Donc c'est cette prise en compte des chiffres... Il y a 2 tendances qui se mêlent. Oui. En fait, il y a 2 pratiques qui se mêlent. Il y a d'abord l'inceste, oui, donc plus les violences. Oui, plus les violences. Alors il y a plusieurs formes. Quand ça se conjugue, oui. On atteint des chiffres comme cela. Oui, tout à fait, parce que en déclaratif, j'y reviens, y compris sur le plan de l'inceste, y compris sur le plan du viol, etc. En déclaratif, ça a augmenté. Quand je dis libération de la parole, c'est que maintenant les gens hésitent un peu moins qu'avant. C'était caché, etc. Ouais. Et puis il y avait quand même cette société qui escalait avec une domination masculine forte et avec tout ce qui va avec. Il y a même maintenant au commissariat de police à Fort-de-France, il y a une commissaire qui est spécialiste, etc. Qui a été... Donc il y a des efforts, un petit peu des efforts qui sont faits. Il y a tout le tissu associatif qui s'est aussi
aussi développé. Il y a l'Union des femmes, mais maintenant il y a d'autres associations également, qui donc prennent en charge ce type de choses. Et je me souviens très bien, et ça persiste, en tout cas en zone gendarmerie, c'est-à-dire hors Fort-de-France et Lamentin, je me souviens très bien que le général de gendarmerie, William Vaquette, disait que 8 appels sur 10, donc dans les communes, étaient liés à des violences intrafamiliales. Et le préfet regrettait que l'essentiel des structures d'accueil soit basé sur la zone police. Voilà, c'est-à-dire Lamentin, Fort-de-France. Donc c'est ce qu'on peut dire pour le moment. Christian, vous êtes un spécialiste du secteur de la santé, mais très souvent, on découvre derrière des pathologies une réalité qui est une réalité de la brutalité et de la violence. Et c'est ça qui est dingue. Il y a une espèce de superposition, et dès qu'on commence à gratter un peu, on trouve ça. Ben oui, et il faudrait gratter beaucoup, parce que je pense que la grande majorité de la violence, des cas d'inceste et tout ça passe en dessous des radars, quoi. C'est pas... Malgré tout ce que tu as dit sur le fait qu'il y a plus de dénonciations, d'informations, etc., on sait très bien, toutes les enquêtes l'ont montré, et pas seulement ici, partout, quoi, que la question de l'inceste, la question des violences, c'est d'abord intrafamilial. C'est d'abord intrafamilial. Alors aujourd'hui, avec une société aussi violente que la nôtre, elle est partout. Elle est dans les familles, elle est dans les quartiers, elle est dans les écoles, elle est dans les entreprises, dans les administrations, etc. Donc moi, l'idée que j'ai, c'est... Je ne comprends pas que on ne comprenne pas que lorsqu'on frappe quelqu'un, lorsqu'un homme frappe une femme, c'est pas qu'il est fort, c'est qu'il est lâche. Ouais. Parce que si la femme avait musculairement sa capacité, ou si l'enfant qui le frappe avait la force de lui répondre et était plus physiquement fort que lui, il ne le ferait pas. Il ne frappait pas la personne. Donc c'est de la lâcheté, c'est pas de la force. La première chose. Et deuxièmement, moi, les deux valeurs qu'il faut véhiculer et puis faire ça passer, faire de l'information, c'est les valeurs de l'égalité. L'autre est mon égal, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation physique d'handicapé ou pas, il est mon égal humain. Et même, je dirais d'ailleurs, mon égal vivant. Parce qu'on parlait des végétaux qui avaient de la circulation de sève, comme des artères et des veines. Ce sont des vivants, on est dans le vivant. Donc l'égalité des humains, c'est l'égalité entre tous les humains, quels qu'ils soient, et le respect. Tu es mon égal, donc je te respecte. La perte de l'humanité. Mais oui, et je ne comprends pas que lâche, que gros lâche, finalement, se permettent de penser que l'autre, c'est sa propriété et qu'il doit la tabasser quand il a envie de la tabasser, parce qu'il a bu ou qu'il a d'autres projets. Très bien, Christian. Et on pourrait dire, évidemment, beaucoup de choses, parce qu'il y a tout un boulot à faire. Alors, j'ai juste une satisfaction pour terminer, c'est que il faut un travail et il faut voir les progrès. J'étais directeur de la DAS en Haute-Loire en 2004, et c'est l'un des premiers départements de France où il y a eu un travail et une convention entre la DAS et les services de gendarmerie de France pour former les gendarmes à accueillir les femmes qui étaient victimes de violences. Mais ce boulot, il faut le faire. C'est vrai qu'on avait noté à plusieurs reprises, et les ministres en ont témoigné à plusieurs reprises, il n'y avait pas d'enthousiasme particulier des forces de l'ordre vis-à-vis de cette problématique. Emmanuel, quand on parle de cette problématique-là, il y a souvent des gens qui défendent la thèse qu'ici, c'est plus fort qu'ailleurs parce que les relations hommes-femmes en lien avec la période esclavagiste ont carrément déconstruit le lien familial ou le lien social. Oui, c'est une thèse qu'on entend souvent. Ce que dit d'ailleurs le rapport de l'Observatoire territorial des violences envers les femmes, il dit surtout que c'est un problème transgénérationnel. Je pense que c'est plutôt là qu'il faut chercher des solutions. En gros, la lutte contre la violence faite aux femmes, c'est une lutte qui doit être systémique. Alors bien évidemment, il faut lutter contre la problématique identifiée, mettre de côté les violents, protéger les femmes, mais si on n'aborde pas le dossier de manière systémique, c'est-à-dire notamment la jeunesse, parce qu'en vérité,
les études le montrent, une délinquance juvénile fabrique mécaniquement de la violence sur les générations de femmes futures. C'est ça le mécanisme. Et donc, il y a de la reproduction. Il y a la reproduction. C'est ce phénomène qui est un phénomène contre lequel il faut lutter. Et donc, c'est important de mesurer et donc de s'attaquer de manière très vigoureuse à la délinquance juvénile, au problème de l'enfance, parce qu'on a un vrai problème aussi de violence dans l'enfance. Ouais. Et cette violence dans l'enfance fabrique de la violence envers les femmes plus tard. Donc, il faut voir le problème de manière globale. Et puis, s'attaquer à tous les aspects. Il y a bien évidemment l'aspect éducationnel, c'est fondamental. Remettre du civisme, de l'esprit civique dès le plus jeune âge, parce que c'est important. Ce que tu as dit, c'est très vrai, c'est-à-dire le rapport philosophique à l'autre, l'altruisme, ça s'éduque. C'est un travail de formation, d'éducation qu'il faut. C'est clair que ce n'est pas naturel, c'est forcément culturel. Oui, et puis on l'a souvent dit autour de cette table aussi, la tendance que l'on a aujourd'hui à s'individualiser, notamment par les nouveaux outils qui sont dramatiquement nocifs, je pense aux réseaux sociaux en particulier, qui finalement nous enferment dans des bulles et nous rend insensiblement de plus en plus égoïstes, fabrique potentiellement un rapport à l'autre qui n'est pas un rapport positif. Francette, alors vous, je m'attends à quelque chose de beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère, parce que vous êtes horrifié, vous êtes scandalisé. Vous me rappelez de temps en temps Nadia Chanville. Non, c'est juste une plaisanterie. Mais parfois, elle nous manque. Elle nous manque. Oui, voilà, Nadia revient. Dans ces moments-là, Nadia revient. Qu'est-ce qui manque dans cette société foncièrement patriarcale pour que ça s'arrête? Que la société ne soit plus patriarcale? C'est-à-dire de voir déjà de ne pas mettre sous le boisseau 50% de l'humanité, quoi. C'est aussi simple que ça. Et en Martinique, 52%. Oui, non, mais parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis, mais n'empêche que les femmes, ce sont des êtres humains. En plus, c'est elles qui portent la vie, quoi. Donc, si on ne sommes plus là, c'est fini. Donc, pourquoi ça devient impossible à une partie de la société de comprendre que cet être-là, cet être féminin, doit être respecté, doit être honoré, parce que sinon... et puis surtout, qu'on sorte des stéréotypes, quoi. Et quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait... est-ce que c'est la parole qui se libère ou est-ce que c'est le nombre de cas qui augmente? Moi, je crois que c'est les deux, mon capitaine. La parole se libère et le nombre de cas augmente aussi parce que on est dans un contexte avec les réseaux sociaux, Quand on regarde les postures des jeunes entre eux, et puis les clips, en fait, tout ça, c'est pas avantageux pour la femme. Ouais. Et donc, du coup, ça éduque le jeune homme comme si c'est son objet qu'il va pouvoir faire n'importe quoi avec. Donc, même s'il aurait été dans une famille éduquée de manière à peu près normale, quand il se retrouve à l'extérieur, la jeune fille aussi, qui... considère, on lui dit, on lui fait comprendre qu'il faut qu'elle accepte ça. Quelque part, ça fait partie du lot, si tu veux que je t'aime. Donc, c'est tellement... ça devient totalement pervers, en fait. Non seulement c'est pervers, mais c'est de tous les instants. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est dès la naissance, dès le petit, dès la maternelle. Enfin, voilà, une présence différente. Une présence où on montre que chaque être humain, et ça va jusqu'à la nature, effectivement, est important. Et qu'on n'est pas là par hasard et qu'il n'y a aucune hiérarchie. Et quand on sortira de cette hiérarchie, peut-être qu'on va commencer... En même temps, il faut que la société, globalement, soit plus intolérante sur cette question-là. Oui. C'est-à-dire, c'est tolérance zéro. Quoi. Parce que si la loi était encore dure, si à chaque fois qu'il y a un cas de violence, l'homme, c'est lui qui était expulsé, qui allait se chercher son logement, etc., tout de suite, qui avait des interventions qu'il fallait, on n'en serait pas là. Et n'oublions en tout cas, on ne lâche pas l'affaire, c'est tout ce que je dis. Non, mais la volonté de l'émission de traiter de ce sujet... Oui. C'est quelque chose qui concerne tout le monde et ça peut arriver à n'importe quel moment. Et n'oublions pas quand même, il y a quand même un indice
qui croît, qu'on le veuille ou non, c'est le nombre de féminicides. Bah oui. Mais ça, on Ça, le par ça, contre, enfin, c'est l'un des qui ne chiffres baisse pas, qui ne baisse pas et qui augmente. Il y en a eu 3 d'un coup la semaine dernière, c'est ça. Là, par contre, Bien, c'est sévère. je vous invite à changer de sujet. C'est-à-dire, juste avant de changer de sujet, c'est comme s'il y a parce que la parole se libère, il y a une espèce de crispation qui fait que ça déclenche des choses au-delà de la... Oui. Voilà, on rentre dans l'aspect le plus animal de soi, enfin, ceux qui se retrouvent Là, on passe au meurtre à faire ces actes, quoi. Très bien, merci de votre implication, de votre engagement et de vos explications. Parce que les gens nous appellent pour nous dire merci, on a mieux compris les sujets. Le passeport retour, je vous rappelle que l'une des forces, l'un des éléments majeurs de nos sociétés, c'est l'émigration de nos jeunes, en particulier, qui ne date pas d'hier. Okay. Mes premières recherches indiquent que ça a commencé dès 1848, au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Bon, passeport retour, parce que nous, on souhaite qu'il revienne. Sujet. Il y a 3 ans, oui, 3 ans, Madame la Ministre, et même si le dispositif issu de nos débats a été bien ébréché par nous-mêmes, le passeport retour a été voté. C'était un tout petit début d'inversion au passeport, le plus souvent aller sans retour, du Bumidum, des enfants de la Creuse et autres scélératesses. Qu'en est-il aujourd'hui, 3 ans après? Où en sont les arrêtés d'exécution tant attendus? Vous avez raison, Madame la sénatrice, tout ça prend beaucoup trop de temps. Ça ne va pas assez vite, ce n'est pas normal, d'autant qu'on sait l'attente. L'attente sur le terrain, effectivement, pour ceux qui vivent ces réalités. Les choses ont néanmoins avancé, je veux le dire, ces dernières semaines, puisque les dispositifs d'aide au retour ont été précisés dans un décret qui date du 6 septembre dernier. Les choses sont ce qu'elles sont. Il faut un arrêté, effectivement, vous l'avez évoqué. Il faut un arrêté pour fixer le montant des aides. Je peux vous indiquer que mes services, en lien avec la ministre des Comptes publics, Améline Montchalin, sont en train de le finaliser. Tout ça va aller très très vite. C'est une question de semaines, en tout état de cause, Madame la sénatrice, avant la fin de l'année. Et donc, nous disons bien la même chose. Nous voulons avancer ensemble pour concrétiser nos engagements vis-à-vis des jeunes ultramarins. Bon, cette ministre, on va la surveiller, parce qu'avant la fin de l'année, on nous a fait le coup à plusieurs reprises. Mais bon, soyons optimistes, puisque Catherine Conconne est là, elle frappe sur la table et elle va l'obtenir. Claude, oui. Bon, vous avez fait partie de cette diaspora longtemps. Oui. Vous êtes revenu, enfin, je rassure nos téléspectateurs, Claude est là depuis pas longtemps. OK ? Donc, mais elle est née ici, oui, absolument. Et elle a grandi ici, oui. Et elle s'est échappée assez vite d'ailleurs. C'est quoi cette attitude condescendante vis-à-vis de nos jeunes et vis-à-vis de ceux qui souhaitent revenir? Le gouvernement n'a pas l'intention d'en faire un levier de développement économique? Bon, on est quand même dans une période de disette budgétaire. Oui, mais ça date de 3 ans. On n'était pas en disette budgétaire il y a 3 ans. Avant, il y avait eu l'histoire d'égalité réelle, etc. Alors, le combat sur le retour, on peut dire ce qu'on veut de Catherine Conconne, mais c'est un de ses combats. Ouais. Depuis très longtemps, même à l'époque où elle était à la région Martinique. Oui, tout à fait. Donc, c'était vraiment son truc de voir ces jeunes, de faire en sorte que des jeunes qui veulent revenir, on puisse trouver des conditions un peu meilleures pour pouvoir revenir. Parce que revenir, soit, déjà, il faut trouver un travail. Alors, une fois qu'on l'a trouvé, mais alors, il faut avoir une voiture immédiatement. Une voiture. Oui, pas de voiture, pas de travail. Le logement, je veux dire, on a des tarifs hallucinants. Donc, quand on fait le rapport entre les deux, sauf si on revient dans l'administration, comme on dit, on a une prime de 40%, je rappelle. Et d'autant plus que les conditions de retour de jeunes Martiniquais, au motif qu'ils sont nés à la Martinique, donc ils reviennent, ils prennent leur billet, tout ça, ils n'ont pas un statut de personnes ayant vécu dans l'Hexagone, mais certes, ils ne sont pas nés dans l'Hexagone, mais de revenir, ils n'ont pas un package, comme on dit, pour un peu les aider. Un privilège. Donc l'idée, c'est quand même pour pouvoir les inciter
à revenir dans de meilleures conditions, avoir envie de revenir et puis de les aider parce qu'il faut trouver quand même, il faut avoir un réseau, etc. C'est un combat qu'elle a mené et je me souviens très bien qu'à un moment, ça va un peu mieux, mais à un moment, il y avait 2 dispositifs. Elle avait son association, elle est virée, et puis il y avait la CTM. Qui est beaucoup financée par certaines entreprises qui étouffent, je précise. Elle a pu quand même commencer des choses. Et puis, la CTM, en même temps, a fait un dispositif en parallèle. À l'époque, vous avez des sous. Bon, voilà. Bon, non, on oublie. Mais en tout cas, son combat, elle l'a mené en tant que parlementaire, donc au Sénat, et pour pouvoir convaincre ses collègues sénateurs et donc convaincre le gouvernement. Là, effectivement, ça fait 3 ans. Et là, on attend juste les arrêtés, les documents d'exécution qui comportent quoi? Parce que ça, c'est important. Quelles aides? Pour qui et quel montant? Surtout quel montant? Et quel montant? Alors, Amélie de Montchalin, qui l'autre fois avait déjà dit à propos de la défiscalisation, ministre des Comptes publics. C'est elle qui a le cordon, les cordons de la bourse. Voilà, elle n'a pas l'air, elle le tient serré. On va voir ce que ça va donner. Et puis, on commence à voir des choses. Oui, comme il y a l'ADOM, on va d'abord s'intéresser aux personnes qui sont parties par l'ADOM, faire en sorte qu'elles reviennent via des dispositifs de l'ADOM. Enfin, tout ça, l'entonnoir se réduit un peu. Bon, l'espoir fait vivre. On va voir quelle aide. Alors, j'ai vu sur un courrier qui a été adressé d'ailleurs à Madame la sénatrice par la ministre au mois de septembre. L'enveloppe globale pour tous les Outre-mer, c'est 2 millions d'euros. Donc, quand on divise, voilà. Arrêtez de nous faire rire. Je rappelle que le ministre a annoncé quelque chose. Le Premier ministre a annoncé quelque chose de fantastique aux maires pour leur dire allez-y, présentez-vous aux élections. On va vous donner une prime de 500 €. Oui. Vous vous rappelez ça? On était morts de rire. 500 € par an pour un maire. Fantastique. C'est un petit pas. Francette, je vais vous donner un chiffre. Chaque année, les parents martiniquais dépensent environ 20 000 € pour chacun de leurs, tout compris, pour chacun de leurs étudiants en France. Si on dit qu'il y en a 10 000, ça fait 200 millions d'euros par an. Donc nous versons à la France 200 millions d'euros. Et comme il reste en moyenne 4 ans, c'est 800 millions d'euros. C'est pas fantastique, ça? Voilà un investissement intéressant. Ça vous énerve, en fait. Dès qu'on aborde le sujet, ça vous énerve. Mais non, ça ne m'énerve pas, Edouardie. Je suis toute détendue. Ça vous énerve. Je suis toute détendue. Alors, c'est vrai que j'avais un peu suivi la mise en place de ce passeport retour et qu'il y a eu plein d'allers-retours. À un moment, il était même question que tout le monde pouvait y avoir accès, c'est-à-dire que ce soit originaire des Outre-mer ou pas. Et donc, ça a été un peu resserré. Mais bon, c'est le rôle d'un parlementaire ou d'une parlementaire de faire ça. Mais c'est pas avec ça qu'on va repeupler la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Et puis, c'est pas avec ça qu'on créera de l'activité qui fera que les gens vont rester, quoi. Parce que quand vous investissez un territoire et que vous décidez de, soit dire, parce que c'est pas pour des retraités quand même, c'est pour des gens qui rentrent avec de jeunes enfants, des actifs. Voilà, des actifs. Ou des futurs actifs. Si vous ne mettez pas autour de ces actifs qui reviennent l'ensemble des éléments qui, de manière à ce que leur vie soit quand même plus confortable que ceux qui vivaient là-bas, ben, ça ne va pas le faire, quoi. Et c'est en ça que moi, je regarde tout ça en me disant, on met la charrue avant les bœufs. Quel est le développement que nous avons pour notre territoire? Vers où on veut aller pour dire à ces personnes, bon, dans 5 ans ou dans 10 ans, la Martinique sera ça. Donc, on aura besoin de ça, enfin, de telle personne, telle compétence, etc. Et puis, on met le paquet de manière à ce que, pour attirer ces personnes-là, des logements, on règle l'histoire de l'embouteillage sans fin qui a... pour se déplacer en Martinique. Sur la fausse future grève de la Sahara. Non, mais c'est pour dire que c'est quelque chose, comme disait Emmanuel Claire, c'est systémique. Ça ne peut pas être, je fais rentrer les gens avec un passeport mobilité de 500 €. Oui, mais ce n'est pas elle de tout régler. Je veux dire, Catherine... Non, mais c'est honorable. Oui, il faut quand même lui dire bravo. Mais non, attends, bon, on est d'accord. Elle a du mal à lui dire on est d'accord, mais comme le disait Claude, elle a commencé ça depuis quand elle était à la collectivité. Ça fait combien d'années? Donc, et le résultat... C'est quoi la solution française? Il faut passer à autre chose? Mais non, mais il faut avoir des élus qui enfin se disent, avec tout le monde, parce que non pas qu'ils font ça dans leur
coin et dans leur tête. Non, elle a vu beaucoup d'interlocuteurs. Comment fait-on pour rendre notre territoire attractif et le repeupler? Stop. Voilà. Et s'il y a des gens totalement pervers qui viennent voir Christian et qui lui disent « Ouais, mais Christian, il y a tu as l'argent pour y revenir. Par contre, ni des timons ici, il n'y a pas à rien, alors qu'il y a dans la souffrance. » Cette espèce de... Alors, c'est un argument qui, de mon point de vue, n'est pas forcément recevable, mais on l'entend de plus en plus. Des gens qui disent « Attendez, bon, la diaspora, bon, d'accord, mais... » Les gens d'ici. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire les deux? C'est-à-dire les faire revenir, mais surtout empêcher, à travers les projets d'attractivité, les empêcher de partir. Mais c'est pas pour ça les que, empêcher, développement économique. Oui, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de faire sa vie. Quand je dis empêcher, on se comprend, mais c'est pour ça que limiter les départs. Non, mais je te rejoins. Chaque Martiniquais, chaque Guadeloupéen est important et il doit revenir dans son pays. Parce que les pays ont besoin de se développer. Or là, c'est pas ça. On ne crée pas les conditions. Non, surtout, on finance le savoir-faire français à 200 millions par an. C'est pour ça que Florette Francette a absolument raison dans ce qu'elle a dit. Je pense que personne ne va dire à Catherine Conconne, c'est pas bien d'essayer de faire revenir le maximum de Martiniquais qualifiés. Il y a peu de gens qui lui disent c'est bien. Il y a peu de gens qui lui disent c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais. Mais moi, j'ajoute, c'est poser le problème à l'envers, quant au fond, quand on veut développer le pays. Et deuxièmement, c'est anecdotique. Je le dis super sévère, là. Pourquoi? Non, je vais dire ce que je pense. Pourquoi? Ouais. C'est poser le problème à l'envers. Pourquoi? Et Francette a parfaitement raison, et nous sommes sur la même ligne. Je veux faire venir des gens qualifiés pour développer le pays. Et moi, j'ai le courage de dire, pas seulement des Martiniquais. Exactement. Tous ceux qui sont qualifiés dans un domaine précis et qui peuvent apprendre aux Martiniquais s'ils n'ont pas la formation pour le faire. Donc, quel est le plan? Quel est le secteur? Qu'avons-nous besoin comme personnes qualifiées? Pendant combien de temps? Et quel accompagnement faire pour que les Martiniquais soient au top de la question? Et donc, quelle aide je vais donner? C'est pas ce qu'il fait. On va chercher ceux qui veulent revenir et on les aide à revenir, à s'installer. C'est très bien. Parce qu'eux-mêmes vont essayer de développer quelque chose, etc. Ça servira. Mais le problème ne devrait pas être posé comme ça. Il y en a beaucoup qui veulent. Bien. Deuxièmement, pourquoi je dis que c'est anecdotique? S'il vous plaît, Claude. Pourquoi je dis que c'est anecdotique? D'ailleurs, dans l'exemple que tu as donné en disant ça, finalement on finance la France à hauteur de 200 millions, etc. À 200 millions par an. Tu as oublié de préciser, et en fait c'est Glissant qui m'avait fait penser à ça dans une discussion que nous avions en terminale. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Un pays qui forme des enfants, des bébés, des enfants, des jeunes au lycée, qui arrivent, peut-être qu'ils font même une licence ici, et puis ils partent. Ça veut dire que pendant 18 ans, le pays a investi, et puis ça sert à l'autre. Donc il faut compter ça aussi. Il continue à investir une fois que le gosse est là-haut. Et en plus, il continue. Donc il faut compter ça aussi. Moi, pourquoi je dis que c'est anecdotique? Parce que la ministre dit qu'il manque l'arrêté, il manque un arrêté. Mais ce n'est pas la ministre qui va décider de l'arrêter, s'il sort, quand il sort, avec quoi il sort. D'abord, avec quoi il sort, quel budget? Ce n'est pas elle qui va décider. C'est vraiment le budget du gouvernement. On a donné le chiffre, 2 millions d'euros. Quand est-ce qu'il sort? Ce n'est pas elle qui va décider du tout. C'est le secrétariat général du gouvernement qui est à l'Élysée et qui va dire on fait sortir ou on ne sort pas, ou ça va sortir en 2026, et à quelle date, l'agenda, etc. Bon, déjà ça, donc calmons les choses. Et ensuite, c'est anecdotique, pourquoi? Parce que c'est comme si en fait, le gouvernement, aujourd'hui, veut faire entrer des milliers de Martiniquais pour développer la Martinique. Il change de logiciel pour développer le pays. Il aurait changé dans la nuit de logiciel. Non, mais c'est pas... Donc, la question, c'est quel est le choix, quelle est la bataille pour que ce pays se prenne en charge et se développe. Et en fonction de ça, que nous formions ceux dont nous avons besoin et que nous faisons venir ceux dont nous avons besoin pour le développer. Ce n'est pas de pêcher 2-3 personnes pour les faire entrer. Vous aurez noté. Mais c'est nécessaire, hein, parce qu'on a vu c'est nécessaire, parce que j'avais proposé depuis longtemps, rappelle-toi, que pour la médecine, par exemple, où c'est une catastrophe sur au moins une quinzaine de disciplines médicales, si ça avait été fait par la région à l'époque, par la CTM dès le départ, on n'en serait pas là aujourd'hui. Financer, comme on fait les Guyanais d'ailleurs, des étudiants martiniquais avec un contrat leur payant tout pour qu'ils soient dans les disciplines dont on a besoin et qu'ils reviennent ici. Tout à fait.
Vous aurez noté qu'après le Congrès, le président de la République avait dit qu'il y aurait des groupes de travail pour réfléchir à l'avenir. Bien sûr. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Emmanuel, Mais comme dirait l'autre, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Et qu'est-ce qui nous empêche d'organiser nos groupes de travail nous-mêmes? Exactement. Je vous rappelle, et d'ailleurs, Eddy, vous étiez avec moi, me semble-t-il, en 2015, où nous avions réuni des forces vives du pays, des chefs d'entreprise, des sociologues. Le fameux petit livre bleu. Qui est devenu orange, derrière, sur le thème de l'attractivité. Rappelez-vous, parce qu'on était parti de l'étude de Claude Valentin-Marie, qui nous avait exposé son analyse sur l'effondrement démographique dans une indifférence générale. Rappelez-vous, c'était en 2015, il y a 10 ans, c'est pas si vieux que ça. Et nous avons pris notre bâton de pèlerin pour dire on ne peut pas accepter que les courbes s'effondrent sans réfléchir aux moyens d'inverser les courbes. Allons lui rendre hommage, on avait fait ça à l'époque avec Jean Cruzel. Avec Jean Cruzel et avec Jean-Paul Joannel aussi, qui était à la main-d'œuvre. Et là, je rejoins parfaitement ce qui a été dit par Francette et par Christian, parce que c'est un sujet de développement économique. Le problème de la démographie, c'est le symptôme de l'effondrement de notre attractivité. Et redresser l'attractivité du pays, ça dépend de nous. Et on peut le faire à plusieurs niveaux. On peut le faire, bien évidemment, sur le champ économique. On ne peut pas imaginer que faire revenir des populations si on n'est pas en capacité de fournir de l'activité aux uns et aux autres. Donc c'est un sujet purement économique. Mais il y a aussi la dimension psychologique. Il faut arrêter de servir un discours négatif de nous-mêmes. On n'arrête pas de délivrer à longueur de prise de parole des messages très négatifs qui sont anxiogènes, qui fait que finalement un jeune n'a pas envie de revenir dans un pays où il n'y a que des problèmes et il n'y a pas de solution. Donc là, ça dépend de nous. Là, on peut avoir une attitude. Et puis, il y a aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'intensité culturelle. Ouais. Un jeune qui revient au pays, si ses communes sont mortes à partir de 20h le soir, c'est pas la peine, il ne veut pas ça. Donc comment remettre de l'intensité culturelle, de l'activité, c'est tous ces aspects sur lesquels il faut qu'on travaille collectivement. Et ça, c'est un sujet qui nous concerne, nous. C'est à nous de redresser l'attractivité de ce territoire. Fabuleux. Je rappelle qu'il y a 42 émissions sur une saison, que chacun de vous a au total entre 12 et 14 minutes. Donc 42 fois 12 minutes, ça fait beaucoup de minutes pour convaincre, pour convaincre nos téléspectateurs des fondements, de l'utilité de discuter de toutes ces questions, des fondements de cette société. Mais évidemment, vous imaginez bien qu'ils attendent avec impatience la dernière partie de cette émission sur les plus et les moins. Et je passerai tout de suite la parole à Francette. Oui. Alors, Francette, il faut éviter de regarder la télé. Oui, je regarde, c'est mon plus. Ça va venir, vous inquiétez pas. Alors, j'ai un plus, j'en ai pas. Moi, j'ai décidé que j'en ferai pas. Alors, vous avez vu le Raid des Alizés. Le Raid des Alizés, c'est une course où c'est que des femmes qui, pendant 3 jours, font un parcours fantastique. Elles viennent de partout, par équipe de 3, et elles font un parcours vraiment un raid de trade. On a dit ça. Et là, elles sont parties elles sont parties du niveau de la mer monter jusqu'à la montagne Pelée. Donc, je veux mettre l'accent particulièrement sur une équipe qui est... alors déjà, la Caisse d'épargne, c'est pas Caisse d'épargne, sponsorise, enfin, est partenaire de cette course depuis pratiquement 10 ans. Pratiquement. Depuis le début. Et puis, il y a des membres de la Caisse d'épargne qui en font partie. Alors là, il y a 3 jeunes filles. Naïma, qui est la petite qui sourit en bas. Devant, c'est Marine et l'autre, c'est Najat au fond, ou l'inverse. Et elles ont... cette course a une particularité, c'est que les équipes courent pour pouvoir financer une association. Et l'équipe de la Caisse d'épargne, finançait la LEFPA. Et la LEFPA, c'est l'UDAF. Ce sont des gens qui s'intéressent aux femmes battues, à l'assistance judiciaire des handicapés, enfin aux personnes sous assistance, etc. Et donc,
Et donc, cette équipe, vraiment, rouleau bravo pour elle, parce qu'elle a porté les couleurs de la LEFPA, l'UDAF, et c'était formidable. Et elles ont fini 37e sur 51. Très bien, félicitations mesdames. Christian, un plus, un moins, un j'ai poème. Tu sais, j'ai les deux en général. Un plus et un moins. Allez, c'est parti. Alors le plus rapidement, je veux à nouveau féliciter mon camarade Roger Lanois, puisque j'ai appris qui est président du Conseil des citoyens, du Comité des citoyens du Sud de la Martinique, puisque j'ai appris que la semaine dernière, ils ont quand même acté le fait qu'officiellement, il allait y avoir 8000 mètres cubes. C'est ça 8000 mètres cubes, oui. Les 8 premiers mètres cubes sont gratuits. Alors, ils en question, ce sont les élus de l'espace sud. Voilà. Pour les gens, mais pas tout le monde. Pas pour les piscines, pas pour les entreprises et pas pour les résidences secondaires. C'est très important. Ah ben non. Donc je leur dis de continuer le boulot parce qu'il faut que ça fasse tache d'huile sur la Martinique, puisqu'on parle pouvoir d'achat et avoir vu le prix de l'eau en Martinique, c'est possible. Alors rappelons quand même qu'un mètre cube, c'est 5 € et 8 fois 5 € c'est 40 €. Donc les mecs qui ont des résidences secondaires, ils peuvent se payer 40 €. Absolument, mais c'est avec la SME et l'espace sud. Oui, voilà, c'est ça. Alors mais en tout cas, c'est quand même aussi. Alors le moins, c'est du sérieux quand même. Je ne veux pas être très sévère, mais c'est le problème vous avez entendu parler plusieurs fois dans les dernières semaines, de l'école Suzanne Roussy, sur l'ancienne route de Chez-le-Chien, qui est une école maternelle. Tout à fait. Bien. Cette école a fermé plusieurs fois, pendant plusieurs jours, parce qu'il y avait, dans cette école de tout petit, des crottes de rats. D'accord ? Donc c'est tout à fait normal que le personnel dise « Attention, moi je ne veux pas... Christian, pas que des crottes. Mettre en danger. » Pas que des crottes. Il y avait de l'urine de rat. Il y avait de l'urine de rat. Et on sait que l'urine de rat... conduit à la leptospirose. Voilà. Mortelle, maladie mortelle. Donc c'est très grave. Et donc, légitimement, le personnel s'est mis en retrait, a demandé que l'école soit nettoyée. Ce qui a été fait, ils sont allés revérifier. C'était pas parfait parce que sur des étagères, on a trouvé à nouveau des crottes de rat et d'urine, etc., etc. Bon. J'ai une petite fille dans l'école, donc je suis tout à fait d'accord pour qu'elle soit fermée et sécurisée, protégée. Bon. Mais mon problème, ce n'est pas celui-là. Ça, c'est légitime. C'est que je constate que depuis la rentrée, l'école a dû fermer 8 fois, 7 à 8 fois. Et souvent, les parents découvrent que l'école est fermée en allant déposer les enfants. Tout à fait. Alors, je prends l'exemple d'une maman qui vit seule, qui a un enfant ou 2 enfants qui sont à la maternelle. Elle a raté son boulot un jour, elle a raté 2 jours, 3 jours. Elle est en CDD. L'employeur lui avait promis de passer en CDI, mais l'employeur va dire non, madame, vous êtes absente en 2 mois. Allons faire en cours, Christian. Donc ce que je veux dire simplement, chacun a un bon motif. C'est le personnel municipal, le personnel enseignant, parfois c'est la cantine, parfois c'est les crottes de rat. Il n'y a pas de problème. Mais l'enfant, s'il était mis au centre de l'école, c'est la priorité. Il devrait y avoir une convention. Il devrait y avoir une convention entre le rectorat, la municipalité, les syndicats, etc., pour que les enfants soient mis en sécurité dans une salle, qu'ils soient gardés, qu'il y ait de l'animation, et non pas qu'on se contente de renvoyer sur les parents en disant c'est fermé, débrouillez-vous, allez voir ailleurs. Excellent. C'est là que commence la violence. Excellent. Emmanuel. Un plus. La Fondation Clément, qui a pris une initiative que je trouve très intéressante en créant son premier site dédié aux victimes de la catastrophe de 1902. Ouais. Bon, j'ai trouvé ça formidable. 11 floribonds. C'est un site qui vient clore 25 années de travail bénévole des archives départementales, de l'association Généalogie et Histoire de la Martinique, de la Marie-Chefa, etc. Donc je trouve que et ce travail-là, c'est étonnant qu'il ait fallu attendre plus de 100 ans pour en disposer. Il y a 48 000 fiches individuelles, alors des victimes bien évidemment, mais pas que. Il y a aussi les rescapés, les déplacés, les sinistrés. Et donc, c'est un morceau de notre histoire qui est remis à la population à travers ce travail. Donc, bravo la Fondation Clément pour ce travail. Pour les entreprises qui étouffent. Exactement. Et s'il y en a qui cherchent des prénoms pour les enfants, qu'ils aillent
C'est formidable. Claude. Des prénoms anciens. Alors moi j'ai deux rapide, plus. Hein. Oui, rapide, on me met la pression. Non, rapide, mais bon. Non, mais bien sûr. Non, mais pour rebondir ce qu'a dit Francette, moi c'était... Il y a une association, il y a une équipe qui a porté les couleurs de l'association Amazon, les Amazones, donc avec Alexandra Élysée, ses 2 copines, et elles ont arrivé premières, elles ont mis tout le monde derrière, plus 50 minutes. Ouais. Bon, ce sont 3 qui avaient fait Koh-Lanta aussi, Oui. donc Elles elles ont de l'exercice. Et Alexandra, dont j'ai déjà parlé, le lendemain matin, elle a fait le semi. Mais bon, c'est une déchaînée formidable. Mais bon, bravo à elle et bravo pour l'association Amazon quand même, je me sens concernée. Mon second plus, eh bien, on a parlé de Begin, la vache, Ah oui, l'égérie. elle s'appelle Begin. Eh ben, l'affiche est sortie avec le duo dont j'ai parlé la semaine dernière. Les voilà. En primeur. André Prosper et sa jolie vache Begin. Allons préciser quand même que cette affiche sera partout. Partout, des centaines de milliers de fois. D'ailleurs, André part avec son équipe, avec l'union des éleveurs des bœufs brahmanes. Elle est trop belle et elle est douce, elle est belle et magnifique. Et donc, il va en parler. On va le voir sur toutes les chaînes françaises et ailleurs. Il a déjà des rendez-vous médias. C'est très professionnel. Il parle 7. Alors, un petit appel pour finir. À l'heure où je parle, il n'a reçu aucun appel d'un élu. Hein. Enfin, non, mais les élus ne savent pas qu'il y a des vaches brahmanes. Un élu en fonction. Ouais. Alors, ce serait bien quand même. Ils ont jusqu'au 6 au soir pour appeler André quand même, au moins pour féliciter. C'est la Martinique. Ce sont des milliers. Là, on a à peine commencé à voir l'effet que ça va faire et les retombées sur notre pays. Et puis absolument. Surtout, par exemple, oui, Christian. Comme elle est belle là. Ouais, elle est déjà là-bas. Elle a été financée également aussi par les entreprises. Une partie et l'État. Non, mais il faut juste savoir que le bœuf de Kobe fait la richesse du pays où ils sont élevés. Oui, mais là, celle-là, on ne l'amasse pas au rhum ni à la bière. Bon, alors, j'essaie d'en placer quelques-unes très rapidement. Alors, il y a un vrai mystère. Je savais que ça allait vous intéresser. Il y a un vrai mystère. Je vous rappelle qu'il y a un bateau rempli de bitume qui a coulé au large du Robert près de l'îlet Loup-Garou et que ce bateau devait être renfloué et dépollué. Et donc, je pose la question suivante à tous ceux qui sont concernés. Où est passé ce bateau? Quelle est l'entreprise qui l'a dépollué? Et quelle est l'entreprise surtout qui a eu ce marché? OK? Donc, je vous laisse enquêter. La semaine prochaine, je vous donnerai les réponses. Préparez-vous, parce que ça chauffe. Il a coulé quand, ce bateau? Il a coulé quand? Il nous manque un indice. Ne vous inquiétez pas, vous cherchez. Vous cherchez, et vous allez être surprise. Deuxième truc, entre guillemets, les taxis médicalisés. Alors, il y a une... Ça se passe en France. Il y a une directrice de taxi qui a été condamnée à de la prison ferme et surtout qui a détourné 2,2 millions d'euros à l'assurance maladie. Et évidemment, les Martiniquais font exactement la même chose. Alors, les syndicats de taxi sont outrés. Les syndicats de taxi disent qu'il y a des gens qui, entre guillemets, mettent la panique dans leur profession. Alors, un petit exemple, et évidemment, la Sécu tense très fortement ces gens-là. Alors, vous êtes taxi agréé pour transporter des gens, ça s'appelle les taxis médicalisés. Et en même temps, votre famille et vos amis transportent d'autres personnes. Et évidemment, vous faites passer ça sur vous. Et donc, il y a un type de la Sécu qui a dû se dire comment un type fait pour être en même temps à Trinité, au Vauclin, aux Anses d'Arlay, le même jour, aux mêmes heures, et boum. Évidemment, ils ont réduit tout ça. C'est un scandale monumental. Il n'y a pas que ça comme technique. Je vous donnerai les techniques au fur et à mesure. Bon. Et puis, dernier truc, c'est sur les coopératives agricoles. Ça chauffe. Il y a... C'était au courant, mais elle n'en parle pas. Fonds européens détournent... Alors, ça n'a pas suffi, m'a dit Vial. Et ça continue dans d'autres coopératives. Les mecs, arrêtez. Toutes petites coopératives, les types ont réussi à détourner des centaines de milliers d'euros de fonds européens. Donc, garde à vue, déféré en procès en janvier. Messieurs, arrêtez de détourner l'argent des Européens. La plaisanterie est terminée. Merci beaucoup. Et c'est pour ça. Et puis après, vous allez pleurer et après, vous allez pleurer. L'argent. Voilà, maintenant. Bon, alors, merci à nos chroniqueurs. Emmanuel, Claude,
Christian, je sais pas, Française. on se revoit pas, donc bonne fête de fin d'année, et puis bon Noël. Bon. Soyez Alors, sages sur le il y a des gens le qui- pâté, il y a des- le jambon. Et il y a des gens qui compagnie. nous attaquent régulièrement en disant, bon les mecs, il n'y a pas de replay. Non. Vous tapez YouTube, ok. Vous tapez ATV 97 ou 97.2 Ouais. et vous aurez toutes les émissions. C'est pas Playlist, fantastique. et vous avez Voilà, toutes les vous émissions. choisissez. Playlist, c'est à nous. Bon, En super. tout cas, que l'année 2026 soit complètement différente de celle qu'on a vécue en 2025. Ouais, on peut toujours rêver. Mais oui, On mais vous oui, mais souhaite de joyeuses fêtes et on vous embrasse tous et toutes. À bientôt. À bientôt. Bientôt.